Honnêtement, vous préférez être Zeus, le roi des dieux et de l'Olympe, ou son gros chômeur de daron, parce que je vous assure que la sauce c'est vraiment pas la même. Oui, d'un côté t'as Zeus qui peut quand même maîtriser la météo, mais ça aussi on peut le faire aujourd'hui. Et on a des putains de pouvoirs divins. Les Chinois ils sont vraiment en train de manipuler la météo pour faire pousser du riz. Non je rigole. Mais on en est pas loin. Mais dis-moi Jamy, comment ils font les Chinois pour manipuler la météo? 1000 mètres d'eau et 1000 mètres, c'est très haut, vous allez voir ce que ça donne. C'est à peu près ça. Je suis une tour japonaise de 1000 mètres d'eau. Mais non, ça c'est les japonais. Attends Fred, je vais t'expliquer, c'est super simple. En gros, ils envoient du sel dans les nuages. Non, je déconne pas, et c'est comme quand tu mets du sel sur la route enneigée, parce qu'en gros, la température pour que l'eau se transforme en glace, normalement c'est de 0 degré. Sauf qu'avec de l'eau saturée en sel, l'eau ne se transforme en glace qu'à partir de moins 23 degrés. Donc, si on balance ça dans les nuages, tous les cristaux de glace qui flottent dans les nuages deviennent de la pluie. Et ça sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. Le seul bémol, c'est que la pluie est augmentée seulement de 20% maximum. On agit aussi sur le climat avec le dérèglement climatique par exemple. Mais on est bien loin du GOAT, qui a quand même bouffé ses gosses, Chronos, qui peut utiliser ce que les Grecs appelaient la chronokinésie, qui est simplement l'habilité de voyager dans le temps et de pouvoir emporter d'autres personnes avec lui. Et là on entre littéralement dans le domaine de la physique quantique, et il peut aussi voir le futur, et c'est pas le seul pouvoir totalement cheaté de la mythologie grecque. Poséidon a notamment le pouvoir de créer des séismes. Normalement, les séismes sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Pas ces tectoniques-là, bien les plaques qui sont sous nos pieds. Donc, les plaques bougent et les roches accumulent de l'énergie, comme des élastiques comptants, et au fur et à mesure, et au moment de la rupture, les roches peuvent provoquer les fameuses ondes sismiques, et c'est là qu'il y a un séisme. Il existe aussi des séismes provoqués soit par des volcans en éruption, par l'effondrement de grottes ou de mines, et même certains qui sont produits par l'homme, comme par exemple des barrages qui cèdent, mais dans 95% des cas ce sont les plaques tectoniques qui produisent des séismes. On peut même calculer la puissance de ces séismes grâce à leur magnitude. La magnitude d'un séisme est calculée par la puissance des ondes sismiques et par la distance de l'épicentre, qui est le centre du séisme. Et comme Poséidon est un dieu, on va considérer qu'il ne peut en faire que de la magnitude maximale jamais enregistrée, qui est de magnitude 9,5, observée au Chili en 1960. Avant d'en parler, je me suis intéressé sur la question pourquoi il n'y a pas de séisme de magnitude 10 ou 11 par exemple. Et c'est simplement qu'un séisme de magnitude 10 serait 30 fois plus qu'un séisme de magnitude 9. Et ça, c'est parce que ce système fonctionne de manière exponentielle. En gros, un séisme de magnitude 10, au lieu d'être 2 fois plus puissant qu'un séisme de magnitude 5, serait 31 600 fois plus puissant que ce dernier. En plus, un tremblement de terre aussi puissant aurait une faille qui devrait faire le tour de la Terre, ce qui, vous vous en doutez, sera impossible et les roches ne peuvent pas accumuler autant d'énergie avant de se briser. Pour revenir à ce séisme historique au Chili, on a pu observer qu'il a créé une faille de plus de 1000 km et fait des vagues de plus de 15 mètres de haut, qui sont allées jusqu'au Japon, soit à 17 000 km d'ici, et fait plus de 130 morts là-bas, parmi les plus de 6000 en tout, et les 2 millions de personnes qui ont perdu leur maison. C'est évidemment le record absolu. Il a libéré plus de 11 exajoules, en gros 11 milliards de joules. C'est plus de 2 milliards de tonnes de TNT. Et pour exemple, une vidéo de ce que fait seulement 20 kg de TNT. En plus de ça, le mec peut créer des putains de tempêtes. Et vous vous dites, oui, 15 mètres, c'est quand même la taille d'un immeuble de 5 étages. C'est ridicule par rapport à la plus grande vague de l'histoire. 524 mètres. C'est plus haut que la tour Eiffel, bordel. J'ai même pas les mots tellement c'est grand. Juste quand tu vois ça arriver, tu sais même pas de courir, juste t'acceptes ton sort et tu sais que t'es cook. Le méga tsunami qui a frappé l'Alaska en 1958, ouais, à cette époque de la Terre devait avoir ses règles, vient du fait que suite à un séisme de magnitude 8, une montagne s'est littéralement écroulée sur des glaciers et sous la pression de l'eau a été propulsée dans le ciel comme un geyser avant de retomber et créer d'immenses vagues. Les scientifiques ont pu déterminer la taille parce qu'ils ont littéralement retrouvé des traces d'algues sur les montagnes.
Héphaïstos, c'est vraiment le bon gars. Le mec chill par excellence, quoi. Il est là, il te fait des petites armes, il est sympa. Et quand même, c'est le gars qui a littéralement inspiré le bouclier de Captain America. C'est le bouclier d'Achille. Ce bouclier avait la particularité, de plus d'être très joli, d'avoir des propriétés incassables. Le matériau le plus solide sur l'échelle de Mohs, qui va de 1 à 10, avec 1 étant par exemple le talc, oui comme celui que tu mets sur le cul, et 10 étant littéralement le diamant, qui est non pas résistant parce qu'il a des grosses molécules puissantes, mais bien parce qu'elles forment des cubes avec à l'intérieur d'eux des tétraèdres, qui ressemble à ça. Le diamant a une résistance à l'attraction gigantesque. La résistance à l'attraction, c'est la pression maximale que peut être appliquée avant qu'un objet se brise. Oui, comme la presse hydraulique. Cette force est exprimée en pascal. Mais qu'est-ce que c'est que des pascals? C'est simple. La pression, c'est le rapport entre la masse en kilogrammes et la vitesse, ainsi que la surface. Par exemple, c'est l'unité de pression utilisée à l'international. Et pour vous donner une idée, une feuille de papier normale fait environ 0,06 mètres carrés. Et en sachant que la pression normale que nous subissons est de 101 325 pascal, ce qui veut dire que la feuille soutient un poids de plus de 600 kg. Or, le diamant peut résister à plus de 130 milliards de pascal. Ce qui veut dire que pour un diamant de 64 pouces carrés, il faudrait plus de 5 milliards de kilogrammes pour le briser. C'est tellement solide que le seul moyen de tailler un diamant, c'est d'utiliser d'autres diamants. Mais saviez-vous qu'il existe des matériaux plus résistants que le diamant? Vous le connaissez peut-être déjà, mais c'est le cas du graphite, qui est un empilement de plusieurs couches de graphène, qui lui utilise des hexagones. Il arrive d'en voir dans les nanotubes de carbone pour faire des vélos, des voitures. Il conduit aussi très bien l'électricité, et c'est pourquoi il est utilisé dans des circuits électroniques, et même très résistant à la chaleur. C'est donc pas étonnant qu'avec ce matériau parfait, son créateur ait reçu le prix Nobel en 2010. Le principal problème du graphite, c'est que 1 kg de graphite coûte au minimum 100 €. Cela s'explique par le fait qu'il faut utiliser de la houille, qui est un type de charbon composé de 80 à 90% de carbone, et dont on va faire subir un processus de cokéfaction. En gros, il faut le brûler pendant 40 heures afin d'obtenir du coke, comme la bonne farina. On mélange ensuite le coke avec du pétrole, et ensuite on le cuit à nouveau une fois à thermostat 200, et ensuite, pour une dernière fois, à thermostat 3000 degrés Celsius. Il fait vraiment chaud. Pour moi, il ne fait pas chaud. J'ai un gros glaçon. Afin d'avoir le graphite le plus dur possible, ce qui explique le prix. Sachant qu'un aspic coélé, oui j'ai fait 3 ans de latin, je sais, qui est le bouclier moyen d'un hoplite, qui était le nom du fantassin lambda en Grèce, ce bouclier coûterait quand même 800 balles. C'est le prix de la Clio 3 vendue en occasion par tonton François sur le bon coin. Mais il ne faut pas oublier que la science avance et que le prix passera sûrement au fil des années. Héphaïstos, c'est quand même vraiment un mec grotesque. Parce que dans la mythologie grecque, c'est quand même lui qui a créé Pandore, la première femme du mythe de la boîte de Pandore. Et dans ce même mythe, Héphaïstos l'a créé à partir de l'ADN. D'ailleurs, l'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Ouais, je suis grotesque. Ainsi que d'argile. Je ne sais pas quoi faire de cette information, mais ça veut surtout dire que ce dieu a réussi à cloner un humain, et ça c'est vraiment un exploit. Car jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît que 2 manières de cloner un humain. En premier, la méthode des blastomères, qui consiste à prendre un embryon dès le plus jeune âge, quand il ne possède encore que 2 à 8 cellules, et de le séparer en 2. C'est exactement le même procédé qui opère lors de la création de vrais jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux qui se ressemblent, et qui est fait naturellement, mais là c'est fait en laboratoire de manière artificielle. Le problème, c'est que les chromosomes doivent rester identiques. Les chromosomes, ce sont ce qui constitue l'ADN. C'est comme des minuscules briques d'information qu'on appelle gènes, qui disent si tu vas avoir les yeux bleus, une calvitie précoce, ou des pieds que taille 49. Or, comme c'était la première femme, cela signifie qu'elle devait avoir des chromosomes de type XX qui sont caractéristiques, qui sont différents des chromosomes des hommes XY. Ce n'est donc pas cette solution. Le deuxième moyen de faire du clonage s'appelle le transfert nucléaire. Le principe est de prendre l'ADN d'un homme, ça peut être n'importe quoi, comme un cheveu, de la peau ou des ongles de pied, bon j'arrête avec les pieds, et de le mettre dans un ovocyte afin de créer un embryon.
On envoie ensuite des signaux électriques dans l'œuf afin de provoquer la division cellulaire, qui est une mécanique essentielle pour que l'être vivant grandisse. Ce serait donc cette méthode qui serait utilisée, mais elle présente déjà plusieurs problèmes. En premier lieu, le fait que c'est totalement illégal de faire ça sur un humain de nos jours. De deux, c'est un processus qui n'a qu'entre 5 et 10% de chances de réussite, et qu'en plus, il faut attendre 9 mois avant que le bébé soit prêt à naître. Et enfin, cette opération coûte grand minimum 80 000 € à faire. Et tout ça avec de l'argile. C'est donc quand même légèrement invraisemblable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me corriger si nécessaire. Si vous avez kiffé, likez et abonnez-vous simplement.